Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un contrôle sur les suites numériques du programme de première. Alors, il y a deux points qui ne sont pas abordés, qui sont au programme de première, mais qui ne sont pas dans ce contrôle. C'est la somme des termes des suites arithmétiques et géométriques et les limites de suite. Tout le reste est abordé. C'est vraiment un contrôle qu'il faut bien maîtriser. Ce sont les bases sur les suites numériques. On va calculer des termes à l'aide de formules explicites, de formules de récurrence, de formules autres. On va trouver des sens de variation de suite grâce à la méthode de un plus 1 moins un, grâce à la méthode de l'étude de la fonction associée à la formule explicite. On va étudier les suites arithmétiques, on va étudier une suite géométrique et on va voir leur représentation graphique. Très beau programme, on y va. Alors, dans l'exercice 1, on nous dit pour chacune des suites suivantes, calculer U1 et U2. Pour la première question, on va définir la suite par pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à n plus 3un avec u0 qui est égal à moins 5. Pour rédiger correctement, je commence par marquer, donc je vais répondre à la première question de l'exercice 1 et je vais remarquer ce qui définit la suite U. C'est cette formule ici avec u0 qui est égal à moins 5. Alors on me demande de calculer U1 et U2. Alors on va commencer par calculer U1 à l'aide de la formule qui se trouve ici. Cette formule me permet de calculer un terme, un plus 1, à partir du moment où je connais la valeur du terme précédent, un. Donc si je souhaite calculer U1, je vais devoir donc calculer U1, je vais devoir me servir du terme précédent. Celui qui précède U1, eh bien c'est U0. Je vais donc avoir dans mon calcul plus 3 fois U0. Et donc, dans mon calcul, j'ai n ici. N dans la formule, il faut que vous repériez que le n, où est-ce qu'on le trouve encore? On le trouve ici, dans l'indice du U. Donc, vous, le nombre que vous devez mettre ici, c'est le nombre qui se trouve dans l'indice du U ici. Donc là, c'est 0, ça veut dire que dans mon calcul, n vaut 0. Le piège, enfin, c'est pas un piège, mais l'erreur qu'on voit souvent, c'est les élèves qui écrivent comme ça. 1 plus 3 fois U0. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, je suis en train de calculer un UN, donc ça doit être le N. Non, attention, dans cette formule ici, U1 joue le rôle de UN plus 1. Donc si vous êtes en train de calculer U1, c'est-à-dire que vous êtes en train de calculer U1, c'est-à-dire que le N ici doit valoir 0 pour que le calcul ici, ça fasse 0 plus 1 et que vous soyez bien en train de calculer U1. Donc le N, c'est bien 0 dans tous les cas. Il faut absolument que vous écriviez d'abord cette formule parce que c'est là que vous pouvez vérifier que vous avez mis le même nombre ici et ici. 90% des élèves qui se trompent, ce sont des élèves qui n'ont pas cherché à marquer la formule avec U0 ici, qui ont directement remplacé U0 par moins 5. Donc faites très attention à cette étape. Ce qui nous donne 0 plus 3 fois moins 5. Alors 0, je ne suis pas obligé de recopier, donc ça donne 3 fois moins 5. Ce qui nous donne U1 égale moins 15. Voilà pour ce calcul de U1. On passe au calcul de U2. Pour calculer U2, eh bien, je vais réutiliser exactement la même formule, sauf que cette fois-ci, je veux calculer U2. Donc, ça veut dire que le terme précédent U2 qui va se retrouver ici, c'est U1. Donc, je me retrouve avec plus 3 fois U1. Et donc, le nom qui vient ici doit être le même que l'indice qui était là. C'est donc un 1. À partir de là, je peux remplacer U1 par sa valeur, c'est-à-dire celle que je viens de trouver, c'est-à-dire moins 15. Donc U2 est égal à 1 plus 3 fois moins 15, ce qui nous donne 1 moins 45, ce qui est égal à moins 44. Donc U2 est égal à moins 44. Voilà qui vient conclure cette première question. Me demander de calculer U1, U2, voilà qui est fait. On passe à la question 2. Dans la question 2, eh bien, c'est toujours pareil, je dois calculer U1 et U2, sauf que cette fois-ci, c'est pour la suite qui est définie par la formule de récurrence ici. On y va. Je commence donc par réécrire la formule de récurrence qui définit la suite. Pour tout n appartenant à grand N, un plus 1, c'est moins 4 sur un plus 2 avec U0 qui est égal à 1. On calcule U1. U1 égale, donc U1 joue le rôle du UN plus 1, du terme qui arrive dans ma suite, et donc je vais devoir faire moins 4 divisé par UN, c'est-à-dire le terme qui précède UN plus 1, c'est-à-dire pour moi celui qui précède U1, eh bien ça va être U0, plus 2. Donc U1 est égal à moins 4 sur U0 plus 2, je remplace U0 par sa valeur qui est 1, j'obtiens donc moins 4
divisé par 1 plus 2. U0 a été remplacé par 1. Le dénominateur vaut donc 3. J'obtiens donc que U1 est égal à moins 4 tiers. On passe au calcul de U2. En appliquant la formule qui est ici, on a que U2, donc qui joue le rôle de UN plus 1, est égal à moins 4 sur U1, qui joue le rôle de UN, à qui on va rajouter 2. Donc U1 pour U2, c'est le terme qui le précède. UN pour UN plus 1, c'est le terme qui le précède. Donc la formule, on l'a correctement appliquée. U1, on va le remplacer par sa valeur qui est moins 4 tiers. Voilà qui est fait. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, au dénominateur, je vais devoir mettre au même dénominateur la fraction moins 4 tiers et 2. Pour ce faire, 2, je dois voir combien ça fait de tiers. Et 2, du coup, pour le mettre sur un dénominateur égal à 3, eh bien, je dois le multiplier par 3. Donc 2, en fait, c'est 6 tiers. Donc, en fait, U2 est égal à moins 4 sur moins 4 tiers plus 6 tiers. Alors, moins 4 tiers plus 6 tiers, eh bien, ça fait 2 tiers. Ensuite, comment je poursuis mon calcul? Eh bien, diviser par 2 tiers le nombre 4, ça revient à multiplier le nombre 4 par l'inverse de 2 tiers, qui n'est autre que 3 demi. Donc, finalement, c'est égal à moins 4 fois 3 demi. Moins 4 fois 3 demi. Alors, soit vous voyez que 4 est divisible par 2, et donc vous pouvez faire simplement le calcul moins 2 fois 3. Soit vous faites directement le calcul moins 4 fois 3, qui donne moins 12. Moins 12 divisé par 2, moins 6. Et donc, j'obtiens que U2 est égal à moins 6. Et l'exercice 1 est terminé, puisque, alors ici, c'est la question 2. L'exercice 1 est terminé, puisque j'ai pu calculer U1 et U2 comme on me l'avait demandé. On passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on me dit soit U, la suite définie par pour tout n appartenant à grand N. Ici, j'ai une formule explicite pour la suite U. Ensuite, on me définit une fonction f qui est définie pour tout x appartenant à R par la formule ici, l'expression qui est ici. Première question, dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. Alors, pour trouver le tableau de variation de la fonction f qui est défini par cette expression, il faut déjà repérer que vous savez trouver le tableau de variation puisque cette fonction, en fait, sort tout droit du chapitre précédent qui est les fonctions polynomiales de degré 2. Donc finalement, on vous demande les variations d'une fonction polynomiale de degré 2. Je vais commencer par dire que cette fonction est polynomiale de degré 2. Voilà qui est fait. F est une fonction polynomiale de degré 2 avec, je vais rentrer les coefficients A, B et C. Les coefficients A, B et C sont les coefficients qui sont associés à x au carré, à x et à nos termes constants ici. Donc, x au carré est multiplié par moins 2, ce qui veut dire que A vaut moins 2. B va être égal à 32. Je passe un petit peu vite là-dessus parce que vous avez déjà vu le chapitre, vous êtes bien entraîné. Et C vaut moins 123. À partir de là, pour trouver le tableau de variation d'une fonction polynomiale de degré 2, ce que vous devez faire, c'est trouver alpha et bêta. C'est la forme canonique, même si on ne va pas l'écrire directement ici, c'est la forme canonique qui vous donne les variations d'une fonction polynomiale de degré 2. Ne commencez pas à calculer le discriminant delta, les racines x1, x2, si elles existent, etc. Ça ne vous sert à rien. Vraiment, un tableau de variation pour une fonction polynomiale de degré 2, c'est la forme canonique qui nous le donne, c'est donc alpha et bêta. On y va. On commence donc par dire la formule de notre cours, c'est que alpha est égal à moins b sur 2a. On va remplacer b par 32 et a par moins 2. Voilà qui est fait. Alpha est égal à moins 32 sur 2 fois moins 2. Ensuite, je vais effectuer les calculs. Cela me donne donc moins 32 sur moins 4, ce qui donne eh bien, 8. Donc finalement, alpha est égal à 8. Alpha nous permet de calculer bêta, puisque je vous rappelle que bêta n'est autre que l'image de alpha par la fonction f. Donc, je vais remplacer, puisqu'alpha, je sais qu'il vaut 8, en réalité, bêta est égal à eh bien, f de 8. Je vais donc remplacer dans l'expression f de x tous les x par
des 8 pour calculer bêta. Cela nous donne donc moins 2 fois 8 au carré. Alors attention, le carré ne porte que sur le 8, hein, pas sur le moins 2. Ici, il ne portait que sur le x, pas sur le moins 2. Sinon, il y aurait eu des parenthèses. Donc moins 2 fois 8 au carré, plus 32 fois 8, moins 123, ce qui nous donne... Donc bêta est égal à 5. Je connais donc alpha et bêta qui, si j'imagine la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan, eh bien alpha et bêta sont les coordonnées finalement du sommet de la parabole. La parabole qui est la courbe représentative de la fonction f. Donc alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Maintenant, il faut que je sache comment la parabole est orientée. Est-ce qu'elle est ouverte vers le bas ou est-ce qu'elle est ouverte vers le haut? C'est ça qui va me définir mon tableau de variation. Pour savoir cela, il faut que je regarde le coefficient dominant ici, A. A est égal à moins 2. Donc, si A est égal à moins 2, cela veut dire que la courbe représentative de ma fonction f, je peux l'imaginer comme une parabole ouverte vers le bas. Ça veut dire que la fonction f va d'abord être strictement croissante, puis strictement décroissante. Voilà. Donc, l'argument A est égal à moins 2 et moins 2 est négatif est extrêmement important puisque c'est ça qui décide si dans mon tableau de variation, je vais avoir flèche vers le haut, flèche vers le bas, ou si le A, si jamais il avait été positif, ça aurait été d'abord flèche vers le bas, puis flèche vers le haut. Donc l'argument A est négatif est extrêmement important. On doit absolument le voir dans vos copies. Donc on l'écrit. Or, A est strictement négatif. Donc, on peut faire le tableau de variation de la fonction f sur R. Donc, j'ai les x, si on demande l'infini à plus l'infini, les variations de f qui vont apparaître ici. L'argument A est strictement négatif. Bien, me renseigne sur le sens de mes flèches. Donc, f est d'abord strictement croissante puis strictement décroissante. Ensuite, les arguments alpha égale 8 et bêta égale 5 me renseignent sur ici le x et le f de x. Donc, sur le maximum de la fonction f qui vaut 5 et savoir là où il est atteint en x égale 8. Sur une courbe, ce serait 8, 5, les coordonnées du sommet de la parabole. Voilà qui vient conclure ma question. J'ai dressé le tableau de variation de la fonction f. On passe donc à la question 2, déduire de la question 1 le sens de variation de la suite U. Donc, question 2. Déjà, on commence par redonner la définition de la suite U. Donc, pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à moins 2n au carré plus 32n moins 123. Ce qu'il faut repérer dans cette question, puisqu'on nous dit déduire de la question 1, eh bien, c'est qu'il y a certainement un lien entre la suite U et la fonction f. Alors, je vous réécris l'expression de la fonction f. Voilà qui est fait. Donc, un et f de x se ressemblent beaucoup dans leur expression. La différence entre les deux, c'est que dans un, j'ai des n, alors que dans f de x, j'ai des x. Alors, ça paraît tout bête comme différence. Ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ici, on a la notation x, puisque x peut être remplacé par n'importe quel nombre réel, alors que pour un, on a la notation n, puisque n peut être remplacé simplement par des entiers naturels. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends l'expression f de x, sauf que je n'autorise pour x que les entiers naturels, je peux donc le noter f de n, et dans ce cas-là, j'ai que un est en fait égal à f de x où les x sont remplacés par des n. Donc en fait, un n'est rien d'autre que la fonction f que je regarde simplement avec des x qui sont des entiers naturels. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si je trace la fonction f sur R dans un repère, ça va me donner une courbe qui est cette parabole. Mais si je veux tracer la représentation graphique de la suite, eh bien, je m'intéresse aux images par f simplement des entiers naturels. Ce qui veut dire que si je reprends la courbe représentative de f, eh bien en réalité, si je veux la représentation de la suite, ça ne concerne la représentation de la suite que les points qui sont ici en noir. Ça veut dire que la représentation graphique de ma suite,
suit exactement la courbe représentative de f, mais n'existe que pour les abscisses qui sont des entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que je ne sélectionne les points de la courbe représentative de f que ceux qui ont des abscisses qui sont des entiers naturels. Donc en réalité, la représentation graphique de la suite, c'est ce que vous voyez devant vous ici. Donc on a enlevé la courbe, on n'a gardé que les points qui avaient des abscisses qui étaient des entiers naturels. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction f, elle était croissante de moins l'infini jusqu'à 8. Donc ma suite va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que comme elle suit f, eh bien la suite va être croissante jusqu'au rang 8. Et à partir de 8, là où la fonction f était strictement décroissante sur 8 plus l'infini, eh bien ça veut dire que la suite va être également strictement décroissante, mais donc à partir du fameux rang 8. Donc voilà le raisonnement de cette question 2 finalement. Donc maintenant, il faut rédiger tout ça. Donc on commence par dire que un vaut moins 2n carré plus 32n moins 123 et qu'en fait, finalement, on repère que c'est exactement l'image de n par la fonction f. Or, f est strictement croissante sur moins l'infini 8 et strictement décroissante sur 8 plus l'infini. Ça, c'est le tableau de variation. Hein. Souvenez-vous, la flèche montait sur moins l'infini 8 et descendait sur 8 plus l'infini. Donc là, c'est une phrase qui décrit uniquement le tableau de variation. Et donc, je peux en conclure que la suite U a le même comportement. Donc, je peux conclure que U est strictement croissante jusqu'au rang n égale 8 et est strictement décroissante à partir du rang n égale 8. Alors, attention, pour une suite, vous ne pouvez pas dire que c'est strictement croissant sur des intervalles puisque votre suite n'est associée qu'à des valeurs entières. Donc, on parle vraiment de rang, elle est strictement croissante jusqu'au rang 8. Et elle est strictement décroissante à partir du rang 8. Ne citez pas d'intervalle, puisque dans un intervalle, vous avez tous les nombres et pas simplement des entiers naturels. Voilà qui vient conclure cette question. Alors cette question, il faut savoir la faire. Il y avait déjà des exercices d'entraînement sur cet exercice 2 là, qui ont été faits dans d'autres vidéos. Je vous les mettrai en lien à la fin de la vidéo. Si vous n'arrivez pas à cet exercice 2, il y avait d'autres exercices d'entraînement déjà présents sur cette chaîne YouTube. On passe à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on nous dit soit U, la suite définie par pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 4 sur 3 fois n plus 2. Première question, c'est la suite U est-elle arithmétique? Alors, pour démarrer une question comme celle-là, on commence par observer un petit peu comment a été définie notre suite U. Donc ici, elle est définie à l'aide d'une formule explicite, puisque UN est exprimé uniquement en fonction de n. Et donc, on se dit, est-ce que cette formule explicite ressemble aux formules explicites que je connais pour les suites arithmétiques, puisque c'est ça la question. Alors, tout d'abord, on peut penser à la formule explicite pour une suite arithmétique. Généralement, elle est de cette forme-là si elle a été réduite au maximum. Elle est de la forme a fois n plus b. Donc ici, déjà, ça n'y ressemble pas trop. J'ai des n au dénominateur, donc bon. Ça ne me donne pas vraiment confiance dans le fait que U soit une suite arithmétique, puisque ça ne ressemble pas vraiment à ça. Alors attention, ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à une écriture comme ça qu'en la transformant, je ne pourrais pas la faire ressembler à cette écriture-là. Donc on fait très attention. C'est juste pour avoir un petit feeling, une petite intuition. Donc intuitivement, on se dit que ça va être compliqué de le mettre sous cette forme-là. Donc on se dit certainement que la suite U n'est pas arithmétique. Si on pense que la suite U n'est pas arithmétique, on va essayer de prouver que, à chaque fois que je passe d'un terme au suivant, je n'ai pas rajouté le même nombre. Puisque je vous rappelle que par définition, pour une suite arithmétique, donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, etc., pour passer d'un terme au suivant, je rajoute toujours le même nombre R qu'on appelle la raison. Donc moi, c'est ça que je vais essayer de contredire. Si je pense qu'elle n'est pas arithmétique, je vais essayer de regarder déjà si sur les trois premiers termes U0, U1, U2, si à chaque fois, entre U0 et U1, j'ai rajouté le même nombre qu'entre U1 et U2.
Si déjà ici, je m'aperçois qu'entre U0 et U1 et entre U1 et U2, ce n'est pas le même nombre qui a été rajouté à chaque fois, ça veut dire que ça vient contredire la définition d'une suite arithmétique et que donc la suite n'est pas arithmétique. Donc si j'ai l'intuition que la suite n'est pas arithmétique, je vais calculer les trois premiers termes, U0, U1, U2. Je vais regarder combien on a rajouté à chaque fois entre U0 et U1, puis entre U1 et U2. Si ce n'est pas le même nombre, ça vient directement démontrer que la suite n'était pas arithmétique, puisque pour une suite arithmétique, je répète une dernière fois, il faut rajouter le même nombre à chaque fois que je passe d'un terme au suivant. Pour le calcul de U0, eh bien, U0 est égal à 4 divisé par 3 fois 0 plus 2, puisque UN est égal à 4 divisé par 3 fois N plus 2, donc je remplace N par 0. Donc U0 est égal à 4 divisé par 2, donc U0 est égal à 2. On calcule U1. U1 est égal à 4 divisé par 3 fois 1 plus 2, puisque U1, je remplace N par 1 ici, donc 3 fois 1 plus 2. Cela donne 4 sur 3 fois 1, donc 3, donc 3 plus 2, 3 plus 2. 3 plus 2 vaut 5, donc U1 est en fait égal à 4 cinquièmes. On calcule U2. U2 est égal à 4 divisé par 3 fois 2 plus 2, pour les mêmes raisons qu'avant, ce qui nous donne 4 divisé par 3 fois 2, 6, 6 plus 2, 8, donc 4 huitièmes. Et donc U2 est égal à 1 demi. Voilà, j'ai donc calculé U0, U1, U2. Donc maintenant, vous vous souvenez, je veux savoir si pour passer de U0 à U1, j'ai rajouté le même nombre que si je passais de U1 à U2. Pour savoir le nombre qui est rajouté entre deux termes, eh bien, il suffit de faire la différence entre les deux. Si je fais la différence entre U1 et U0, je trouve quoi? Eh bien, U1 moins U0 est égal à 4 cinquièmes moins 2, puisque U1 valait 4 cinquièmes, U0 valait 2. Pour faire 4 cinquièmes moins 2, eh bien, il faut que je mette 2 au même dénominateur que 4 cinquièmes, c'est-à-dire en cinquième. Donc 2, c'est combien de cinquièmes? Eh bien, c'est 10 cinquièmes. Donc finalement, ça fait 4 cinquièmes moins 10 cinquièmes, ce qui vaut moins 6 cinquièmes. Voilà pour le nombre que j'ai rajouté de U0 à U1. En fait, j'ai retiré 6 cinquièmes à 2 et ça me donnait 4 cinquièmes. Je vais maintenant calculer le nombre que j'ai rajouté pour passer de U1 à U2. Je vais donc calculer la différence entre U2 et U1. J'écris donc que U2 moins U1 est égal à 1 demi moins 4 cinquièmes, puisque U2 vaut 1 demi et que U1 vaut 4 cinquièmes. Ici, pour faire cette opération, je vais devoir mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici, j'ai des demi, ici, j'ai des cinquièmes, donc je vais tout mettre en dixièmes, puisque le dénominateur commun, ça va être 2 fois 5. Première fraction, je vais devoir multiplier par 5 au numérateur, au dénominateur, pour avoir des dixièmes. Donc 1 demi, c'est 5 divisé par 2 fois 5, donc c'est 5 dixièmes. Donc 1 demi, c'est 5 dixièmes, moins 4 cinquièmes que je dois mettre en dixièmes. Donc je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Ça fait donc 4 fois 2, 8 sur 10. Donc moins 8 sur 10. Au final, 5 dixièmes moins 8 dixièmes, eh bien ça donne moins 3 dixièmes. Donc vous voyez ici, pour passer de U0 à U1, j'avais retiré 6 cinquièmes. Pour passer de U1 à U2, je retire 3 dixièmes. Or, retirer 6 cinquièmes et retirer 3 dixièmes, ça n'est pas la même chose. Je conclus donc que U1 moins U0 est différent en fait de U2 moins U1, ce qui veut dire que je n'ai pas rajouté le même nombre entre U0 et U1 qu'entre U1 et U2. Donc ça vient directement démontrer que la suite U n'est pas arithmétique. Voilà, qui vient conclure cette première question. On passe à la deuxième. La deuxième, c'est montrer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la différence entre UN plus 1 et UN est toujours égale à ce nombre. Alors, à tous ceux qui, dans la première question, avaient été partis sur le fait que U était peut-être arithmétique, voilà, en regardant la deuxième, on se rend compte qu'effectivement, elle n'est pas arithmétique, puisque si elle était arithmétique, UN plus 1 moins UN, ici, on aurait trouvé un résultat qui aurait été constant, puisqu'on aurait dû trouver la raison ici. Donc là, vous voyez, ici, il y a encore du N dans la formule, ce qui nous montre bien que la suite n'était pas arithmétique, finalement. Bref. Donc, on va faire ce petit calcul UN plus 1 moins UN, on va voir si on arrive à ce résultat. Donc, notre définition de notre suite ici, c'est pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 4 sur 3n
plus 2. Je me lance dans le calcul. UN plus 1 moins UN est donc égal à... Alors, pour calculer UN plus 1, eh bien, je vais reprendre l'expression de UN, mais je vais remplacer les N par des N plus 1. J'obtiens donc 4 divisé par 3 fois N plus 1 plus 2. Maintenant, je vais retirer UN qui vaut 4 sur 3N plus 2. Ensuite, je peux peut-être effectuer les calculs au dénominateur ici pour y voir un petit peu plus clair. Donc en développant, on a 3 fois n qui nous donne 3n, 3 fois 1 qui nous donne 3, le plus 2 qui était derrière ici. Donc finalement, le dénominateur vaut 3n plus 3 plus 2, ce qui donne donc 3n plus 5. Voilà. Donc vous auriez pu faire une étape en plus. Moi, j'essaie de gagner un petit peu de place sur mon tableau. Vous auriez pu faire l'étape où vous remplacez du coup le 3 plus 2 par le 5. Ici, quand j'en suis là, je repère que mes deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, il va falloir que je mette au même dénominateur mes deux fractions. Alors attention, les deux dénominateurs se ressemblent beaucoup. On se rend compte que ce dénominateur-là, si je lui rajoute 3, si je fais plus 3, j'obtiens celui-là. Mais attention, je n'ai pas le droit de faire plus 3 dans un dénominateur comme ça, c'est interdit. Donc, j'ai le droit uniquement de multiplier. Donc, je vais choisir comme dénominateur commun, 3n plus 5 fois 3n plus 2. Donc, pour obtenir avec ma première fraction comme dénominateur 3n plus 5 fois 3n plus 2, il faut que je multiplie tout mon dénominateur par 3n plus 2, ce qui m'oblige à multiplier tout mon numérateur également par 3n plus 2. Voilà. Pour la deuxième fraction, le dénominateur, j'ai déjà 3n plus 2, donc je vais multiplier par 3n plus 5 le dénominateur, et donc également le numérateur. J'obtiens donc cela, moins 4 fois 3n plus 5 sur 3n plus 2 fois 3n plus 5. Désormais, mes deux fractions ont le même dénominateur, 3n plus 2 fois 3n plus 5. Je peux donc tout mettre sur un même trait de fraction, ce qui me donne 4 fois 3n plus 2, moins 4 fois 3n plus 5, donc moins 4 fois 3n plus 5 sur le dénominateur qui est inscrit ici. Je vais développer maintenant au numérateur dans le but de voir si j'arrive, comme dans la question qu'on m'a posée, à moins 12 sur 3n plus 5 fois 3n plus 2. Pour l'instant, j'ai bien 3n plus 5 fois 3n plus 2. Il ne me manque plus qu'à prouver que le numérateur vaut moins 12. Donc je pense qu'en développant simplement, je devrais arriver à ce que je veux. Donc 4 fois 3n me donne 12n, 4 fois 2 me donne 8, moins 4 fois 3n me donne moins 12n, et moins 4 fois 5 est égal à moins 20. Donc ici, j'ai 12n moins 12n, il s'annule, et je me retrouve avec 8 moins 20, qui donne bien moins 12, comme dit dans l'énoncé. Donc finalement, un plus 1 moins un est bien égal à moins 12 divisé par 3n plus 5 fois 3n plus 2. Voilà qui vient conclure cette question. On peut passer à la question 3. Alors, la question 3, c'est déterminer le sens de variation de la suite U. Alors, pour démarrer cette question 3, je sais que pour étudier le sens de variation d'une suite, une des méthodes, c'est de calculer la différence entre un plus 1 et un et de trouver si cette différence est positive ou négative. Si la différence est positive, ça veut dire que un plus 1 était plus grand que ce qu'on lui a retiré. Donc, un plus 1 est plus grand qu'un et donc la suite est croissante. Et si la différence est négative, ça veut dire que ce qu'on a retiré à un plus 1 était plus grand qu'un plus 1. Donc, ça veut dire que c'est un qui est plus grand qu'un plus 1. Donc, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc, en fait, on s'intéresse au signe de un plus 1 moins un et on m'a fait calculer un plus 1 moins un. Je sais que c'est cette expression. Donc, maintenant, il faut que je trouve le signe de ce résultat ici. Donc, je démarre en disant pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un vaut cette expression ici. Donc, il faut que je trouve le signe de cette expression. Pour trouver le signe d'une expression, on repère les opérations principales. Donc ici, on repère que là, il y a une division et qu'il y a une multiplication. Ça veut dire qu'en fait, je peux trouver le signe du numérateur, le signe de 3n plus 5 et le signe de 3n plus 2. Et une fois que je connaîtrai ces trois signes, je connaîtrai le signe du résultat, puisque vous avez les fameuses règles des signes, vous avez appris sous ce nom-là, qui s'appliquent, c'est-à-dire
un nombre ici qui serait négatif divisé par un nombre positif ou un nombre positif, par exemple, on saurait que ça donnerait un résultat négatif. Donc en fait, je vais devoir étudier le signe de moins 12. Ça ne va pas être trop compliqué. Le signe de 3n plus 5 et le signe de 3n plus 2. Alors la clé, elle est dans le fait que n est un entier naturel. Un entier naturel, je vous rappelle, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ce sont déjà des nombres qui sont positifs. Donc ça, on peut le dire. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que si n est supérieur ou égal à 0, quand je le multiplie par 3, eh bien, si vous multipliez un nombre positif par 3, eh bien, le résultat, 3 fois ce nombre, est toujours positif. Et si un nombre positif, vous rajoutez 5 ou que vous rajoutez 2, eh bien, si vous rajoutez 5, le nombre plus 5, donc 3n plus 5, va être plus grand que 5. Et si vous avez rajouté 2, eh bien, le nombre 3n plus 2 va donc être plus grand que 2, puisque 3n est positif. À 2, vous rajoutez quelque chose de positif, le résultat sera plus grand que 2. Alors, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si 3n plus 5 et 3n plus 2 sont positifs ou négatifs. Ça ne m'intéresse pas trop de savoir s'ils sont plus grands que 5 et plus grands que 2. Donc finalement, plus grand que 5 dans ma tête, ça veut dire que c'est bien plus grand que 0. Et être plus grand que 2, c'est bien également être plus grand que 0. Donc finalement, ça veut dire que 3n plus 5 et 3n plus 2 sont tous les deux strictement plus grands que 0. Donc je peux toujours l'écrire. Donc 3n plus 5 est strictement plus grand que 0. 3n plus 2 est strictement plus grand que 0. Donc ça veut dire que j'ai déjà déterminé que ce facteur-là était strictement positif. Ce facteur-là est strictement positif. Donc déjà mon dénominateur ici, j'ai multiplié deux nombres qui vont être strictement positifs. Donc un nombre strictement positif multiplié par un nombre strictement positif, ça va me donner quelque chose de strictement positif. Donc mon dénominateur ici est strictement positif. Il ne me reste plus qu'à trouver le signe du numérateur. Mais le numérateur, c'est moins 12. Donc je vais dire, or, moins 12 est un nombre strictement négatif. Donc finalement, ça veut dire que le numérateur ici est strictement négatif. On a donc un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif. Le résultat est donc strictement négatif. Je peux donc conclure que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est strictement négatif. Que donc, pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire qu'un plus 1 est plus petit que un. Et donc, si un plus 1 est plus petit qu'un pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire que la suite u est strictement décroissante. Voilà qui vient conclure cet exercice 3. On peut passer à l'exercice suivant, l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, c'est clairement du court. Donc, dans l'exercice 4, on vous donne une suite U qui est arithmétique de raison R égale 5 et de premier terme U0 égale 15. Une suite V qui est géométrique de raison Q égale 0,9 et de premier terme V0 égale 100. Et donc là, c'est vraiment déballage de cours. Première question, question 1A, c'est exprimer pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 en fonction de un. Donc déjà, je commence par répéter qui est la suite U. Donc la suite U, elle est arithmétique de raison R égale 5 et de premier terme U0 égale 15. On me demande d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Donc en fait, on me demande la formule de récurrence. Ça, il faut que ce soit un automatisme pour vous. Donc ici, je peux directement dire, donc pour tout n appartenant à grand N, on me demande d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Donc on me demande de dire qui est un plus 1, c'est ça, exprimer un plus 1. En fonction de un, ça veut dire que je dois avoir de l'autre côté du un. Alors comment on passe de un à un plus 1 dans une suite arithmétique? Eh bien, on rajoute tout simplement la raison. Donc la formule, c'est que un plus 1 est égal au terme précédent, c'est-à-dire un, plus la raison. Et donc la raison dans cet exercice est égale à 5. Donc finalement, ça nous donne un plus 1 est égal à un plus 5. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien un plus 1 est égal à un plus 5. J'ai bien exprimé un plus 1 en fonction de un. Voilà ce qu'on attendait de vous dans la question petit a. Donc c'est vraiment, on récite le cours. Dans la question petit b, c'est exprimer pour tout n appartenant à grand N, un en fonction de n. Et ensuite calculer u20. Donc encore une fois, la clé, c'est que U est une suite arithmétique et que donc j'ai des propriétés du cours qui me permettent directement de donner
le résultat. Pour une suite arithmétique de raison R égale 5 et de premier terme U0 égale 15, eh bien on a la propriété qui dit que pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN va être égal à U0 plus n fois la raison. Donc ici, on va remplacer U0 et R par 15 et 5. Ce qui nous donne, alors U0 on a dit qu'il valait 15, donc UN égale 15 plus 5 fois N, donc puisque la raison vaut 5, donc N fois 5 ou 5 fois N, c'est la même chose. Donc finalement, UN est égal à 15 plus 5 fois N, ce qui veut dire qu'on a bien exprimé UN en fonction de N. Donc voilà, ça c'était encore une fois du cours. On passe au petit c. Dans le petit c, on nous demande de déterminer le sens de variation de la suite U. Donc il suffit de réciter son cours. U est arithmétique de raison R avec un R qui est strictement positif. C'est-à-dire que la raison, c'est-à-dire que le nombre que vous rajoutez quand vous passez de U0 à U1, de U1 à U2, de U2 à U3, eh bien à chaque fois c'est le même nombre positif. Donc obligatoirement, votre suite, si elle est arithmétique avec une raison positive, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, vous rajoutez toujours le même nombre positif. Donc ça veut dire que votre suite va grandir, c'est-à-dire que la suite U finalement va être strictement croissante. On peut donc directement conclure que U est strictement croissante. Voilà pour la question 1 qui concernait les suites arithmétiques. Donc c'est vraiment, on récite le cours. Vous devez savoir exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Vous devez savoir exprimer UN en fonction de N. Et vous devez savoir trouver le sens de variation de la suite U. Tout ça, c'est vraiment les compétences qui sont vraiment signalées dans votre cours comme des choses à savoir faire, les choses de base sur les suites arithmétiques. On va passer à la question 2. Dans la question 2, ce sont exactement les mêmes choses. Alors attention, j'ai oublié quelque chose. Dans la question 1b, on me demandait de calculer U20. Donc je le fais maintenant. U20, eh bien, il faut reprendre la formule explicite ici. UN égale 15 plus 5N en remplaçant N par 20. Donc U20 est égal à 15 plus 5 fois 20, ce qui nous donne 115. Donc U20 était égal à 115. Donc on prend maintenant la question 2. Ce sont exactement les mêmes questions pour la suite V qui est cette fois-ci géométrique. Donc voilà, question 2A. Pour tout n appartenant à grand N, exprimez Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc V est géométrique de raison Q égale 0,9 et de premier terme V0 égale 100. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va faire des petits rappels rapides. Donc ça veut dire que j'ai une suite V, donc qui est ma V0, donc il y a V0, le terme d'après il s'appelle V1, le terme d'après il s'appelle V2, le suivant V3, V4, etc. De manière générale, quand j'ai un terme Vn, le suivant s'appelle Vn plus 1, voilà, et ça continue avant, après. Pour que la suite soit géométrique, la définition d'une suite géométrique, c'est que je multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Donc, par exemple, si je veux passer de V0 à V1, je prends V0, je multiplie par le nombre Q, j'obtiens V1. Si je multiplie V1 par le nombre Q, j'obtiens V2. Si je multiplie V2 par Q, j'obtiens V3. Et ainsi de suite. Donc, de manière générale, si je multiplie un terme Vn par Q, j'obtiens le terme suivant, c'est-à-dire celui qui s'appellera Vn plus 1. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on vous posait dans cette question. La question qu'on vous posait dans ce 2A, c'était de dire que d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, donc c'est tout simplement d'écrire que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q, donc c'est-à-dire Q fois Vn. Voilà. Donc bien sûr, on va remplacer Q par la valeur qu'on a dans notre énoncé, c'est-à-dire 0,9. On obtient donc que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 0,9 fois Vn. Ça vient répondre à la question. On a bien exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn. On passe à la question 2b. La question 2b, c'est d'exprimer pour tout n appartenant à grand N, Vn en fonction de n, puis de calculer V20. Je vais essayer de ne pas oublier de calculer V20 cette fois-ci. Donc exprimer Vn en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, on garde ce petit schéma en tête et on se demande comment on peut arriver de V0 qu'on connaît. V0, on sait que en fait, c'est le nombre 100. Et comment on peut arriver en partant de 100 directement au calcul de Vn.
Et donc, on s'aperçoit que finalement, le calcul qui a été fait à chaque étape intermédiaire, c'était de multiplier par Q. Donc finalement, si on prend 100 et qu'on multiplie directement par Q fois Q fois Q fois Q, sans faire les petits calculs intermédiaires, finalement, on aura fait 100 fois Q à la puissance N, et on arrivera directement sur Vn. On a donc la formule qui dit que Vn va être égal à 100 fois Q à la puissance N. Alors 100, je vous rappelle, ça n'est rien d'autre que finalement V0. Donc dans votre cours, vous avez la formule qui dit que Vn, ce sera égal à V0 fois Q à la puissance N. C'est de cette formule qu'on vous parle dans la question B. Plutôt, c'est de cette formule dont on vous parle dans la question B. Donc, bien entendu, je dois répéter que V est géométrique puisque c'est ça qui me permet d'extraire la propriété du cours pour les suites géométriques. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à V0 fois Q puissance N. Hein, c'est le petit schéma que je vous ai fait juste avant. V0, je vais le remplacer par 100 et Q, je vais le remplacer par 0,9. J'obtiens donc que pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à 100 fois 0,9 à la puissance n. J'ai donc bien exprimé Vn en fonction uniquement de n. Je dois calculer V20. C'est bien, je n'ai pas oublié. Donc pour calculer V20, je vais reprendre l'expression de Vn en fonction de n et je vais remplacer n par 20. Ça nous donne donc V20 égale à 100 fois 0,9 puissance 20, ce qui vaut environ, si j'arrondis au centième, à 12,16. Voilà pour cette question B. On passe à la C. Pour la question C, on nous demande de déterminer le sens de variation de la suite V. Alors, pour le sens de variation d'une suite géométrique, eh bien c'est pareil, c'est un théorème qui est dans votre cours. Le sens de variation d'une suite géométrique, il dépend du signe de votre premier terme et de la valeur ici de la raison. Alors ici, votre premier terme, V0, son signe, eh bien c'est qu'il est positif, même strictement positif. Et ce qui est important, c'est que la raison soit comprise entre 0 et 1. Et donc, si le premier terme est positif et que la raison est comprise entre 0 et 1, eh bien, ça veut dire que la suite va être décroissante. On peut l'imaginer, hein, V0 est égal à 100 et en fait, la raison vaut 0,9. Donc, ça veut dire que V0, pour trouver V1, on va multiplier V0 par 0,9. Pour passer de V1 à V2, on va multiplier par 0,9. Pour de V2 à V3, on va multiplier par 0,9. Et en fait, multiplier par 0,9, si vous saviez bien votre cours de seconde sur les taux d'évolution, ça revient à diminuer de 10%. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous passez d'un terme au suivant, vous allez diminuer de 10%. Vous partez de 100, et bien à force de faire des diminutions de 10%, et bien votre suite est strictement décroissante. Donc il suffit de dire que vous avez bien repéré ces deux petits arguments. Premier terme strictement positif, raison comprise entre 0 et 1 strictement, donc V est strictement décroissante. Ça nous amène à la question 3. La question 3, c'est par la méthode de votre choix et sans justifier, déterminer le plus petit rang à partir duquel UN sera plus grand que Vn. Donc, ce qu'il faut comprendre pour cette question 3, c'est qu'on a deux suites, la suite bleue, la suite rouge. La suite bleue, ça va être celle c'est la suite U, puisqu'elle démarre à 15, vous voyez ici. Et la suite rouge, ça va être V qui démarre à 100. Si jamais je fais tracer tous les termes de ma suite, ça va apparaître. Hop, eh bien j'obtiens ce graphique. C'est-à-dire que vous voyez la suite bleue qui est la suite U, on avait prouvé qu'elle était strictement croissante. La suite rouge qui est la suite V, on a prouvé qu'elle était strictement décroissante. Et il se trouve qu'au départ, la suite rouge est au-dessus de la bleue et que ça vient à s'inverser. Alors là, sur mon graphique, ça paraît assez évident. Hein. C'est à partir du rang 7 que finalement, c'est la suite bleue qui passe au-dessus de la rouge. Ça veut dire qu'à partir du rang 7, eh bien, UN est plus grand que Vn. Donc en fait, c'est ça qu'on vous demandait, c'est de déterminer à partir de quand eh bien, UN devenait plus grand que Vn. Et donc la réponse, c'est à partir du rang 7. Alors on va voir comment on aurait pu faire simplement avec notre calculatrice. Donc tout simplement avec notre calculatrice, eh bien, on va calculer tous les termes de la suite bleue, de la suite U, tous les termes de la suite V. Alors quand je dis tous les termes, hein, c'est tous les termes jusqu'à ce qu'on trouve que UN est supérieur à Vn.
Alors voilà, une première manière de faire, c'est de tout calculer tout seul à la main, comme ça, donc c'est faisable, hein. Votre suite U, je vous rappelle, alors vous n'êtes pas obligé forcément de tout marquer comme ça, vous savez que c'est une suite arithmétique de raison 5, hein, donc vous savez que U0 c'était 15, hein, donc U1 ça va être 20, U2 25, on rajoute 5 à chaque fois. Finalement, ces calculs peuvent aller assez vite. Les calculs un peu plus embêtants, c'est celle pour la suite V, puisque à chaque fois on multiplie par 0,9, donc on peut reprendre la formule, hein. 100 fois 0,9, 100 fois 0,9 au carré, 100 fois 0,9 au cube, etc. On peut faire nos calculs comme ça, en parallèle. Donc là, on voit 20, 90, donc V est au-dessus de U. Là, 25 et 81, donc V est encore au-dessus de U. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Là, vous avez vu, V est encore au-dessus de U. Par contre, ici, V vaut 47,8 environ, alors que U vaut, cette fois-ci, 50. Donc, U est passé au-dessus de V. Donc, c'est à partir du rang 7 que U est supérieur à V. Donc, à partir du rang 7, UN est supérieur ou égal à VN. Alors, si vous êtes un petit peu plus à l'aise avec vos calculatrices, vous pouvez faire aussi la chose suivante. Donc, ici, vous allez dans Mode. Dans Mode, vous faites en sorte d'être sur le mode Suite. Une fois que vous êtes dans le mode Suite, eh bien, vous allez ici sur la touche F de X pour rentrer vos formules, là où vous rentrez vos fonctions d'habitude. Ici, vous voyez, on va vous demander une expression pour UN et une expression pour VN. Vous rentrez les expressions des exercices. Donc 15 plus 5N, c'était la formule explicite de la suite U. 100 fois 0,9 puissance N, c'est la formule explicite de la suite V. Alors le N sur cette calculatrice, hein, il se tape ici, vous voyez, sur la touche qui est là. Voilà. Vous précisez que le N-min, c'est-à-dire le tout premier N de votre suite, c'est 0, puisque votre premier terme, c'est U0 pour la suite U, et c'est V0 pour la suite V. Ensuite, une fois que vous avez rentré ça, vous allez tout simplement dans le tableur, ici, vous voyez, donc table. Et donc dans table, ici, vous allez avoir les termes de vos suites qui sont calculés. Voilà, donc il y a la suite U, il y a la suite V, c'est exactement les valeurs bleues, les valeurs rouges, c'est les valeurs bleues, les valeurs rouges qui sont ici. Donc ça permet beaucoup plus rapidement, vous voyez, de naviguer et d'observer que c'est à partir du rang 7 que U vaut 50 alors que V désormais vaut 47,83. Voilà, donc la calculatrice, c'est bien de savoir l'utiliser pour faire ce genre de questions. On passe au dernier exercice. Pour l'exercice 5, on vous dit parmi les deux graphiques suivants, une représentation est celle d'une suite arithmétique alors que l'autre est celle d'une suite géométrique. Bon, très bien. Première question, on vous dit le graphique correspondant à la représentation de la suite arithmétique est-il le graphique 1 ou le graphique 2? Alors, pour une suite arithmétique, vous devez savoir que la représentation graphique, c'est en fait un ensemble de points qui sont alignés. Donc, à partir du moment où vous avez des points alignés comme ça, c'est que la représentation graphique est la représentation d'une suite arithmétique, puisque ça veut dire quoi? Tout simplement pour passer d'un terme au suivant, donc de U0 à U1, et ben vous voyez, on est passé de 10 à 8, on a retiré 2. Pour passer de U1 à U2, on est passé de 8 à 6, donc on a aussi retiré 2. Donc en fait, quand les points sont alignés, c'est qu'à chaque fois, on a retiré ici le même nombre, c'est-à-dire 2. Donc finalement, c'est une suite qui démarrait à 10, et dont la raison est moins 2. Donc c'est une suite arithmétique de raison moins 2 et de premier terme U0 égale 10. Donc pour cette question 1, on justifie le graphique 2 est celui qui correspond à une suite arithmétique car les points sont alignés. La raison R semble être moins 2. Donc on met semble être parce que c'est de la lecture graphique, hein, on n'est pas vraiment sûr de nous quand on fait simplement la lecture graphique. Ensuite le premier terme semble être U0 égale 10. À partir de là, je peux exprimer UN en fonction de N, comme je peux le faire pour n'importe quelle suite arithmétique, c'est-à-dire que UN est égal au premier terme U0 plus N fois la raison. Donc le premier terme ici, U0, il valait 10, la raison valait moins 2, donc finalement, ça fait N fois moins 2, donc moins 2N plus 10. On passe à la question 2. Pour la question 2, on nous dit le graphique correspondant à la représentation de la suite géométrique est-il le graphique 1 ou le graphique 2? Ensuite, exprimer Vn en fonction de n. Alors là, vous pouviez dire tout simplement que comme on vous avait précisé dans l'énoncé au départ qu'il y avait un graphique qui correspondait à une suite arithmétique et l'autre à une suite géométrique, vous aviez identifié le graphique 2 comme étant celui qui correspondait à la suite arithmétique, ce qui veut dire que c'est le graphique 1 qui correspond à la suite géométrique.
Autre chose, ici, vous pouvez repérer cette espèce d'évolution exponentielle ici sur le graphique propre aux suites géométriques. Pour savoir le premier terme et la raison, eh bien, le premier terme, vous pouvez le lire ici, V0 vaut 10. La raison, c'est le nombre par lequel on doit multiplier 10 pour trouver le terme d'après, qui visiblement V1 vaut 15. Donc par quoi je dois multiplier 10 pour obtenir 15? Eh bien par 1,5 ou par 3/2. Voilà, donc on va écrire tout ça. Donc le graphique 1 est celui qui correspond à une suite géométrique. Ensuite, le premier terme semble être V0 égale 10, donc ça c'est parce que ici on s'aperçoit que sur notre graphique V0 vaut 10. Quant à la raison, donc la raison Q semble être, alors Q c'est le nombre par lequel je dois multiplier 10 pour obtenir 15. Donc Q en fait c'est 15 divisé par 10. Et 15 divisé par 10 ça vaut 3/2 ou qui s'écrit aussi 1,5. Donc ça vous prenez l'écriture que vous préférez. Et donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn peut s'écrire V0, donc ici 10, fois Q puissance n. Donc Q, soit vous prenez 3/2, soit 1,5. Je vais choisir 3/2. Donc 3/2 à la puissance n. Voilà, on en a terminé avec ce contrôle. Alors, il va y avoir un autre contrôle qui va venir juste après, que je mettrai en lien. Je vais aussi remettre en lien quelques petits exercices pour vous entraîner, notamment comme les exercices avec les sens de variation. Je vous encourage à aller voir toutes ces autres vidéos pour réviser et bien tout maîtriser et que les suites n'aient plus de secret pour vous. À bientôt!